Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, plein de belles choses parce que c'est la dernière salve de sortie de Panini avant les fêtes de fin d'année. De quoi remplir votre hôte pour Noël et de quoi découvrir beaucoup de belles choses. Et on n'attend pas plus de temps et on commence tout de suite. Et on va commencer avec les traditionnels softcover du mois de décembre, avec le traditionnel Marvel Comics, le 24e Marvel Comics, qui sera le dernier de cette lancée, de cette petite fournée. Marvel Comics sera relaunché l'année prochaine avec un nouveau numéro 1 et de nouvelles séries, notamment la nouvelle série consacrée à Thor, scénarisée par Ali Wing, et la nouvelle série Avengers de Jed McKay. Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Ici, dans ce 24e Marvel Comics, on va retrouver surtout du Amazing Spider-Man, avec un chapitre, disons, assez particulier, assez polémique, que je vous laisserai découvrir si vous ne le savez pas déjà. Et si vous savez, vous savez. Moi, mon avis, c'est que ça a été quand même assez mal fait, mais que l'auteur a essayé de faire comme il pouvait. Comprendra qui pourra. Et sinon, on va continuer la grande saga de Zeb Wells sur Spider-Man en apprenant qu'est-ce qui s'est passé en fait entre Mary Jane et Peter Parker, qui est l'un des grands mystères de ce début de run. Avec, on retrouve aussi la fin du run de Thor de Donny Cates, réalisé par la scénariste Torunn Grønbekk, qui a remplacé l'auteur après son accident assez grave qui l'a mis dans le coma pour quelques mois et qui lui a empêché du coup de terminer ces séries-là. Et puis on va retrouver quelques petits trucs bonus, histoire de compléter ce sommaire, ma foi, fort copieux. Comme d'habitude, on va retrouver à la fois la couverture classique et la couverture collector, ici du coup signé par John Romita Jr., qui est le dessinateur attitré de Spider-Man actuellement, et qui était revenu, moi je trouve, plutôt en bonne forme, comparé disons à des choses un peu plus discutables qu'il ait pu faire ces dernières années chez DC. Ici quand même on sent qu'il prend beaucoup de plaisir à nous raconter tout ça, même si tous les fans ne sont pas forcément les plus heureux du monde des choix qu'il peut faire, mais moi je trouve qu'il arrive quand même avec Zeb Wells à nous tisser une intrigue vraiment assez intéressante à suivre et avec de bons moments. Donc écoutez, moi je vous conseille quand même d'y jeter un petit coup d'œil pour vous faire votre avis. Évidemment aussi, on va retrouver avec les softcovers les traditionnels Destiny of X, avec une histoire qui continue d'avancer pour nous amener progressivement vers la fin, vers Fall of X, qui sera la grande conclusion de cette grande saga. Ici, du coup, on continue avec du X-Force, du Wolverine, du X-Men, et surtout l'arrivée d'une nouvelle série consacrée à Malicia et Gambit, scénarisée par l'autrice Stephanie Phillips, qui est une scénariste moi que j'aime particulièrement, car elle a signé du Harley Quinn chez DC Comics et surtout pour sa saga Grimm, qui est éditée en français chez Huggin M. Min, qui est une scénariste de grand talent, dont on reparlera très prochainement, et qui nous sera une petite mini-série sur le meilleur couple des X-Men, et qui est vraiment très très chouette. Donc écoutez, je vous conseille de ne pas la zapper et de toujours y jeter un petit coup d'œil. Et comme d'habitude, on a le droit à pas mal de, des couvertures collector plutôt chouettos, notamment une qui marque aussi le début d'une nouvelle série consacrée au personnage de Bishop. Donc voilà, pareil, hein, toujours des choses très copieuses et des choses très intéressantes dans les softcovers. Mais ce qui vous intéressait sans doute un peu plus, ce sont les sorties en album de cette semaine, et on va commencer en grande pompe avec le premier omnibus de la saga Extreme X-Men de Chris Claremont et Salvador Larroca, qui nous revient en ce mercredi. Extreme X-Men, qu'est-ce que c'est donc? C'est une série, disons, un petit peu oubliée, mais ma foi très intéressante, sortie au début des années 2000, signée par Chris Claremont. Chris Claremont, vous le savez, c'est le grand auteur des X-Men, c'est pratiquement le père des X-Men, qui à la fin des années 70 a complètement ressuscité l'équipe en lui donnant une tournure internationale, avec la création de Tornade, de Diablo, de Colossus, la révélation de Wolverine en tant que mutant, et cette nouvelle direction qui a été partie avec Dave Chrome, puis John Byrne, etc., etc. Vous connaissez la suite. Chris Claremont, il a vraiment chouchouté et forgé les X-Men pendant une bonne dizaine d'années en continu, où il nous a raconté des histoires vraiment incroyables, hein, comme Dieu crée l'homme détruit, la saga du Phénix Noir, Day of the Future Past, Inferno, j'en passe et des meilleurs. Quelqu'un qui a toujours mis un point d'honneur à développer ses personnages et à nous créer des choses vraiment à la fois divertissantes, mais qui ont un sens, ou qui ont un discours souvent politique sur la différence, contre le racisme assez fort et assez puissant.
heu, témoigne le personnage de Magneto qu'il a pratiquement, ben, forgé à lui seul et qui est un chef-d'œuvre vraiment, ce qu'il a réussi à faire avec Magneto et bien, à la fin des années 90, Chris Claremont, il s'est un petit peu, brouillé avec Marvel pour certaines directions et bien, auxquelles il n'était pas forcément, d'accord. Lui souhaitait développer certaines intrigues et le grand directeur éditorial de Marvel de l'époque, Bob Arras, n'était pas du tout d'accord donc, bah, Chris Claremont a tout simplement, eh bien, claqué la porte. Au début des années 2000, alors que les X-Men sont un petit peu dans un ventre mou, un peu un creux de la vague, Chris Claremont va revenir pour écrire les X-Men, mais ça va pas trop prendre. Ça va avoir un petit peu pas forcément des gros débouchés commerciaux, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a le premier film X-Men de Bryan Singer qui sort au cinéma, et qui est le premier film, en fait, de super-héros vraiment sérieux, et qui met en scène une grosse icône de la pop culture. Les X-Men, je vous le rappelle, avant l'arrivée du MCU, c'était avec Spider-Man et les grosses restas de l'univers de Marvel. Donc du coup, c'était quelque chose qui était très attendu. Et le premier film X-Men a une approche très mature, très adulte qui va enclencher, disons, beaucoup de changements chez Marvel. Ça va notamment les amener à engager la créatrice Grant Morrison, qui avait signé des choses extraordinaires chez DC Comics, et qui va vraiment remodeler l'équipe des mutants avec la série New X-Men en compagnie de Frank Quitely. Et à partir du moment en fait, où Marvel va sortir cette nouvelle direction, Chris Claremont va être bien gentiment remercié et mis de côté. Cependant, les fans qui sont très attachés à l'auteur, à sa vision des X-Men et ce qu'il a pu produire pour la Maison des Idées, vont se mobiliser et vont permettre à Chris Claremont d'avoir sa propre série. En fait, c'est Joey Quesada qui, devant l'implication des fans, va décider de laisser un espace de liberté à Chris Claremont et ça va se concrétiser sous la forme de cette série Extreme X-Men où nous allons suivre le personnage de Tornade, Ororo Monoro, qui va décider de monter une nouvelle équipe formée de personnages plus ou moins secondaires de l'univers des mutants, comme Malicia, comme Psylocke, le Fauve ou encore Bishop, et tous ensemble vont former une espèce d'équipe un peu plus Black Ops des X-Men qui vont partir à la recherche des carnets perdus de Destiny. Destiny, c'est cette mutante amante de Mystique qui a le pouvoir d'entrepercevoir le futur, en tout cas des futurs possibles, et qui, l'année où elle a découvert son pouvoir mutant, a noirci d'encre et de dessins énormément, une quinzaine d'ouvrages dans lesquels elle révèle le futur de l'humanité et la venue d'une apocalypse prochaine. Et Xavier possède certains de ces ouvrages, mais tout ça reste un petit peu mystérieux et Tornade se méfie particulièrement du professeur X ces derniers temps et va décider avec son équipe de partir à la recherche de ces ouvrages perdus pour tenter d'arrêter l'apocalypse. Cependant, évidemment, vous imaginez bien que ça va pas être aussi facile que prévu et notre équipe de X-Men, des X-Men extrêmes, vont être confrontés à beaucoup de choses pour tenter d'arrêter tout cela. Un programme donc assez copieux qui va permettre à Chris Claremont en fait de revenir sur certaines histoires qu'il n'avait pas forcément pu raconter à l'époque de son premier passage chez Marvel et de ressusciter un peu sa manière d'écrire. Chris Claremont, c'est quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur les relations entre les personnages, sur un développement au long cours, qui met beaucoup de dialogues très longs, beaucoup d'introspection sur ses personnages et surtout qui met vraiment beaucoup en avant le côté soap opéra des X-Men, le côté familial et voire le côté amoureux parfois de l'équipe et c'est ça en fait qui va tenter d'injecter dans cette Extreme X-Men où il va avoir pratiquement carte blanche pour faire ce qu'il avait envie et qui nous propose d'avoir une sorte de phase B de ces X-Men des débuts des années 2000. C'est une approche beaucoup plus conventionnelle que ce que Grant Morrison pouvait faire à côté avec ses New X-Men. Ça ne va pas forcément révolutionner la roue, mais bon Dieu que c'est vraiment assez chouette et surtout que c'est une série que je trouve particulièrement attachante parce que il y a beaucoup de mutants très secondaires, très tertiaires que Chris Claremont va euh, à qui il va donner vraiment des beaux moments, des belles choses, des choses assez marquantes ou moins marquantes, mais en tout cas avec des développements, moi je trouve très chouette. Et ce côté, disons, un petit peu plus sur le côté de cette série X-Men, moi je trouve la rend particulièrement attachante. Alors c'est une série qui va être beaucoup dessinée par le dessinateur Salvador Larroca, avec qui Chris Claremont avait déjà beaucoup travaillé, et qui va tester un petit peu des choses sur cette série X-Men, notamment comme on est au début des années 2000, il va tenter des nouvelles techniques de colorisation
Notamment, en colorisant directement, les crayonnés sans passer par l'ancrage, ce qui donne un style, assez particulier, mais qui, donne pas mal de personnalité à l'ouvrage. Donc voilà, moi, Extreme X-Men, je trouve que c'est une petite pépite méconnue, en tout cas, de ces débuts des années 2000. Alors, si vous êtes fan et que vous avez lu, bon nombre de choses de l'univers des mutants, c'est une saga qui reste un petit peu en mémoire et que vous connaissez sans doute, mais c'est pas forcément celle dont on parle le plus, qu'on met le plus en avant. Et je trouve ça très cool que Panini Comics ait choisi en cette fin d'année, de ne pas forcément aller vers la facilité et de nous proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et de pas forcément partir tout de suite sur les choses les plus attendues en omnibus, comme la période de Jim Lee ou des choses un petit peu comme ça, ou même de rééditer la période Grant Morrison. Donc c'est tout à leur honneur et je vous dis, c'est un Chris Claremont, qui est pas forcément aussi bon que sur ses heures de gloire sur les X-Men, hein, je vais pas vous mentir, mais par contre c'est un Chris Claremont, qui est toujours habité par ses personnages et qui a toujours un talent certain pour nous raconter leur pérégrination. Donc moi je vous recommande beaucoup Extreme X-Men si vous aimez bien déjà Chris Claremont, et aussi si vous aimez les X-Men et que vous avez un peu envie de lire une saga un peu, alors il y aura 2 volumes, mais une saga contenue assez, comment dire? Pas non plus immense, assez courte et qui propose des directions assez intéressantes, notamment vis-à-vis du personnage de Destiny, qui est revenu sur le devant de la scène assez récemment avec Krakoa, et qui, moi, un personnage que j'aime énormément. Mais si vous êtes intéressé par cette série Extreme X-Men, ne partez pas tout de suite, parce que Panini Comics nous propose également un one shot qui vient tout juste de sortir aux États-Unis, qu'on a assez rapidement chez nous, une nouvelle saga Extreme X-Men qui s'inclut dans la volonté de Marvel un petit peu nostalgique d'aller chercher des créateurs et créatrices iconiques de certaines années, de certains moments charnières de leur histoire, et de leur proposer de revenir à ces moments-là. Et cette fois-ci, c'est Chris Claremont qui est revenu sur son début des années 2000 avec Extreme X-Men, toujours avec Salvador Larroca au dessin, qui revient et qui propose une petite excroissance de ces Extreme X-Men. Donc de quoi profiter d'un double programme avec cet omnibus. Restons quelque peu dans les années 2000 et chez les mutants, avec la sortie d'un nouveau must-have qui intéressera bon nombre de personnes, j'en suis certain. C'est X-Force Sex is Violence de Craig Kyle, Christopher Yost et Gabriele Dell'Otto. Une saga un petit peu one-shot qui s'inscrivait dans la grande série X-Force du début des années 2000, du coup par les mêmes Craig Kyle et Christopher Yost, qui à la suite de la période, disons, très bourrine de l'équipe dans les années 90, menée par Cable, avait relancé un petit peu l'équipe avec le dessinateur Creighton Crane au dessin, et de partir dans quelque chose de très noir et surtout de très souterrain, avec la X-Force menée par un Wolverine particulièrement déchaîné et violent, et entouré d'une X-23, d'une Domino et d'autres personnages, de Dark Angel, etc. etc. Et après avoir réalisé ce long passage sur X-Force, qui est ma foi plutôt sympathique, peut-être que Panini nous le rééditera plus tard en Deluxe ou je ne sais quoi, euh, et en fait, ils ont décidé de proposer un petit bonus en plus, en s'intéressant particulièrement à 2 personnages, le personnage de Wolverine et le personnage de Domino. Vous savez, c'est cette mutante qu'on avait pu voir dans le film Deadpool 2 et qui a le pouvoir d'influencer sur la chance. Mais de chance, elle va un petit peu en manquer ces derniers temps, car elle a été engagée par une organisation un petit peu étrange pour tenter de récupérer de l'argent pour faire un casse. Cependant, pendant ce casse, elle apprend que ce sont en fait une congrégation d'assassins qui l'a engagée pour se bagarrer contre la main, ce groupe de ninjas de l'univers Marvel. Et Domino, elle n'a pas forcément envie de se retrouver entre tout ça, et va tenter de se carapater en prenant l'argent si c'est possible. Cependant, en partant, elle découvre en fait que l'enjeu de cette confrontation, ce sont des esclaves sexuels venus du Japon, qu'elle va décider de libérer et de prendre un petit peu sous son aile. Cependant, tout ça va la mettre dans de beaux draps et va la faire rechercher à la fois par la main et à la fois par cette congrégation d'assassins. Et pour tenter de se sortir de ce mauvais pas, elle va aller chercher Wolverine, avec qui elle entretient depuis quelque temps une relation assez trouble, d'ordre un petit peu romantique, et tous les deux vont devoir essayer de survivre dans cette série qui va à 1000 à l'heure et qui nous propose du sang, de la noirceur et un petit peu de sexe, parce que pourquoi pas. Et je vous dis, alors c'est une série un petit peu sans prétention, c'est vraiment à prendre comme une grosse série d'action, une grosse série B qui va à 1000 à l'heure, dessinée par le magnifique Gabriele Dell'Otto, qu'on connaît surtout pour ses couvertures et ses illustrations, mais qui ici, comme avec Spider-Man Family Business ou encore
le Secret War de Brian Michael Bendis, propose des planches, bien, pleines de vie, hyper dynamiques avec, je trouve moi, une manière à la fois d'être très réaliste dans, les visages des personnages, dans leur posture, mais en même temps, de savoir assez rendre ça graphique pour donner, beaucoup de vie et beaucoup de mouvement. Donc, voilà, ce X-Force, c'est, je vous dis, ça se lit assez vite. C'est pas forcément très intelligent comme on pourrait, bien le penser, mais, franchement, ça rend, son office d'être très, divertissant, d'être très fun et de nous proposer, une, sacrée saga, sur ces 2 personnages que, ma foi, je n'aurais pas forcément vu à l'origine ensemble, mais en soi, c'est une idée comme une autre. Donc voilà, moi ce, X-Force en must-have, je vous le conseille plutôt si vous avez envie, de vous replonger dans ces années, disons, un peu plus adolescentes, mais aussi, assez généreuses. Après s'être intéressé au passé des mutants, il est temps maintenant de nous retourner dans leur présent et de voir leur futur avec, les dernières sorties liées à l'ère, de Krakoa. Cette ère vraiment magnifique, lancée par Jonathan Hickman il y a maintenant quelques années et qui continue de s'enrichir de sagas vraiment exceptionnelles. Et de saga exceptionnelle, il va être question dès maintenant avec la sortie moi d'un one shot que j'aime particulièrement. Je veux bien sûr parler de Swords de Ali Wing et Valerio Chitti. Alors qu'est-ce que c'est que le Sword? Le Sword, c'est la force de protection de la Terre contre les menaces extraterrestres. Une force de défense qui a été pendant un temps couplée au Alpha Flight de Captain Marvel, mais qui depuis quelque temps n'existe plus et va être relancée en grande pompe par la nation mutante. Elle va être comme à l'origine menée par la mutante Abigail Brandt, une métisse mutante et extraterrestre qui va prendre la direction d'une station spatiale, une station orbitale qui va avoir qui va avoir 2 choses à faire. La première, c'est être une force de défense pour la Terre et une manière de gérer un petit peu le monde des mutants, notamment assez bouleversé depuis que les mutants en fait se sont alliés à leurs cousins de l'île d'Araco après les événements de Ten of Swords. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, ça va être d'expandre la nation mutante à travers l'espace et l'immensité cosmique en réalisant des deals et des jeux politiques avec les autres grandes forces de l'univers Marvel, notamment l'Empire Shi'ar ou encore l'Empire Chris Skrull qui vient tout juste de naître après les événements d'Empire. Ça va être une tâche, disons, vraiment assez grande, assez importante, mais qui va être passionnante avec bon nombre de mutants particulièrement doués qui vont s'y atteler, notamment Magneto, du coup cette Abigail Brandt, Manifold, Cable et beaucoup d'autres héros assez chouettes dans cette saga cosmique un petit peu qui tire vers la hard SF, magnifiquement écrit par Ali Wing qui s'amuse à la fois toujours étendre encore un peu plus les idées de Jonathan Hickman, nous proposer vraiment une histoire, un thriller politique qui va nous montrer comment les mutants vont devoir tenter de dealer avec les autres forces de l'univers et en posant les bases des prochaines sagas qu'il va écrire, notamment pour la série X-Men Red qu'il écrit durant la saga Destiny of X. Mais ça, je vous laisserai en découvrir un petit peu plus pour pas trop vous spoiler. Mais en tout cas, Sword, c'est vraiment mortel. C'est un petit one-shot qui paye pas de mine comme ça, mais qui est vraiment trop bien. Quasi des idées vraiment hyper chouettes, qui arrivent vraiment à bien se réapproprier le style de Jonathan Hickman, à la fois sur les pages de données ou dans les concepts de science-fiction complètement fous qu'il a pu imaginer pour les Fantastic Four, pour les Avengers et toutes ces choses-là. Et au dessin, le Valerio Chitti, qui nous avait déjà illustré Empire, qui crée actuellement avec Jonathan Hickman la saga Gods, et un auteur qui est toujours hyper généreux, précis dans ses dessins, qui a une science pour créer des designs de personnages que je trouve hyper impactants, très iconiques et qui est aussi un auteur très à l'aise en fait, qui arrive à représenter des choses complètement folles. Je vous dis, dès le premier chapitre, on voit une exploration spatiale à travers l'univers, à travers même l'origine même de l'univers Marvel, qui est, je trouve, assez folle et qui est une difficulté sans nom à relever pour un illustrateur. Et lui, il s'en sort vraiment avec les honneurs. Donc voilà, je vais pas trop vous en révéler parce que Sword, comme je vous dis, il y a un petit côté thriller politique. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des révélations, des bouleversements, des twists qui vont remettre tout ça en perspective. Et ça, je vous laisse le soin de le découvrir. Mais en tout cas, Swords, ça fait partie, moi je trouve, des meilleures sagas. Ce que Halloween il commence à faire ici, c'est vraiment super chouette. Autant je vous avais vraiment vanté les mérites, par exemple, de Hélion il y a quelques mois, parce que je trouvais que c'était une série très attachante, qui était très réussie, et qui surtout, en partant de quelque chose qui
pouvait paraître un peu daté ou pas forcément très intéressant, réussissait à nous attacher à des personnages et à nous créer une saga, vraiment d'un bloc qui fonctionnait, ce Swords, moi je le rangerais vraiment pareil, mais c'est encore plus ambitieux, encore plus fou et je vous dis, Wing qui nous avait déjà régalé avec ses Immortal Hulk, avec son Thor actuellement et avec plein de trucs, chez Marvel, montre encore que c'est un auteur, d'exception, qui a des idées, super et avec qui, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, Swords, vraiment, lisez-le, c'est exceptionnel. Mais restons encore un petit peu du côté des mutants, si vous le voulez bien, avec la nouvelle série consacrée à Deadpool, le mercenaire disette de Marvel, qui nous revient dans une toute nouvelle série scénarisée par la créatrice Alyssa Wong et par le dessinateur Martin Coccolo. Une nouvelle série qui va voir notre bon Deadpool tenter de rejoindre l'atelier, une congrégation d'assassins particulièrement sélectifs qui sont précieux et qui lui lancent un défi afin de les rejoindre. Deadpool va en effet devoir assassiner Docteur Octopus, une tâche qui semble simple de prime abord, mais qui va s'avérer beaucoup plus complexe quand Deadpool va apprendre qu'il a été inséminé par un des restes de Carnage qui avait été laissé durant le crossover Absolute Carnage et qui va commencer dévorer Deadpool de l'intérieur. Et ça va beaucoup plus compliquer la vie de notre mercenaire Disette alors que ce dernier commence à nouer une relation amoureuse avec une nouvelle personne qui semble plutôt attachante et plutôt rigolote. Un début en fanfare et particulièrement bien truculent pour cette nouvelle série Deadpool qui arrive à renouer un petit peu avec les débuts du personnage, avec la première série scénarisée par Joe Kelly et dessinée par Ed McGuinness, qui savait à la fois nouer l'absurde, le drôle, le sanglant et en même temps le quotidien avec Deadpool. Et c'est ce que Alyssa Wong, qui a déjà fait ses classes chez Marvel, notamment sur la gamme Star Wars avec la série Doctor Aphra, qui nous propose quelque chose, moi je trouve, de particulièrement attachant et de particulièrement jouissif avec cette série Deadpool, parce qu'on va à la fois avoir du gore, avoir de la grosse baston, de la rigolade, et en même temps un côté un peu plus attachant, presque comédie romantique entre Deadpool et sa nouvelle Dulcinée. Donc, moi je trouve que c'est une série vraiment très efficace. Je vous dis qu'elle sera pas très très longue. Le dessinateur Martin Coccolo est un des Stormbreakers de Marvel, un des dessinateurs sur lesquels il mise gros, qui a déjà illustré la saga, le crossover entre Hulk et Thor par Donny Cates, la Banner War, et qui maintenant est au crayon sur la série Immortal Thor de Wing, qu'on retrouverait l'année prochaine dans Marvel Comics. Et il fait vraiment un super beau boulot. Donc je vous dis, j'ai pas forcément envie de vous en dire beaucoup plus ou envie de plus divulgacher cette série Deadpool, mais en tout cas, je vous dis, elle est vraiment assez chouette. Moi, j'ai eu des rires assez francs, je vous avoue, devant, alors que bon, je vous avoue que sur les précédentes séries Deadpool, j'étais pas forcément hilar de rire, mais ici, on se retrouve sur une série assez attachante qui arrive à la fois à renouer avec le côté série B du personnage et qui en même temps tente de continuer dans ce que la scénariste Kelly Thompson avait pu faire pour la dernière série, donc c'est-à-dire de nous proposer un Deadpool un peu plus attachant, un peu plus humain, et surtout un Deadpool, disons, vraiment traité comme un outsiders dans l'univers Marvel. Donc, je vous dis, vraiment, moi, si vous aimez Deadpool et que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu de série, parce que ça fait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu, vraiment, je vous la recommande. Et si vous aviez envie de laisser un petit peu une deuxième chance au personnage, après avoir été déçu peut-être par des réactions précédentes, tentez quand même un petit coin parce que Alyssa Wong, c'est vraiment quelqu'un de grand talent, qui a vraiment d'excellentes idées de scénario, qui scénarise moi une série que j'aime beaucoup aussi actuellement chez DC Comics, qui s'appelle Spirit World, dont on reparlera, j'espère, très bientôt. Et voilà, qui a aussi fait un travail vraiment assez sensationnel sur Doctor Aphra pour Star Wars, un travail vraiment qui lui a valu l'amour des fans de la Guerre des Étoiles. Donc, je vous dis, cette série Deadpool, elle est assez pince sans rire, assez truculente, donc je vous la recommande. Continuons, si vous le voulez bien, avec les personnages complètement dézingués de la tête, avec la nouvelle série, le nouveau one-shot consacré au Cosmic Ghost Rider, scénarisé cette fois-ci par Stephanie Phillips et dessiné en partie par le dessinateur Juan Cabal. Le Cosmic Ghost Rider, si vous ne le connaissez pas, c'est ce personnage, disons, pareil, assez truculent, assez zinzin, créé par Donny Cates dans son run sur Thanos, et qui est à l'origine, en fait, dans un futur possible, un futur un peu apocalyptique, le Punisher, qui à sa mort est devenu le Ghost Rider, et qui, une fois qu'il est revenu sur Terre et qu'il a vu que Thanos avait exterminé l'ensemble de l'univers, est devenu le héros de Galactus pour tenter de mettre un terme au règne du Titan fou. Cependant, durant la longue saga qui va le voir en fait tenter avec Galactus de mettre fin au règne de Thanos,
bah, il va devenir, assez zinzin, assez timbré et va au final, se retrouver sous l'aile de Thanos. À la suite, de la confrontation entre, ce vieux roi Thanos et notre Thanos à nous, de l'ère, classique, le Cosmic Ghost Rider va mourir et se retrouver projeté, dans la réalité classique de l'univers Marvel avec, grâce à Odin qui a choisi, de le conserver parce que, c'était un grand héros et à partir de là, notre bon, Frank Castle, avec ses pouvoirs cosmiques, va se balader un petit peu de ci, de là dans l'univers Marvel. Et dans cette nouvelle série, il va se retrouver dans un nouveau contexte assez particulier, parce qu'il va être, va choisir de prendre un petit peu sa retraite, de prendre un petit peu du temps pour lui et d'essayer de se construire quelque chose dans une espèce de taverne où il va aider un petit peu les gens qui sont autour de lui. Mais alors que lui prétend être arrivé à la retraite, on apprend que la figure du Cosmic Ghost Rider sème le trouble dans la galaxie et assassine nombre de personnes. Et beaucoup de tueurs à gages vont tenter de l'arrêter et va s'annoncer du coup une grande course-poursuite pour essayer à la fois de retrouver le Cosmic Ghost Rider et de démêler ce vrai du faux. Moi, le Cosmic Ghost Rider, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très attachant, que Donny Cates, au-delà du côté très concept du personnage, a réussi vraiment à forger un personnage vraiment assez solide, qui peut avoir beaucoup de choses à nous raconter et qui a déjà vécu, en plus de ses aventures originales, pas mal d'aventures, moi je trouve assez fun. Notamment, je vous conseille beaucoup la précédente série de Denis Suppless, qui était, je trouve, très réussie. Moi, Stephanie Phillips, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une série que j'aime beaucoup, notamment pour sa série Grimm ou pour son approche de Harley Quinn. Et du coup, j'ai été très heureux de l'avoir arrivée sur ce personnage que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle arrive à créer une saga assez intéressante qui tente de faire un petit peu le bilan de ce Cosmic Ghost Rider qui essaye un petit peu de déterminer qui il est et de construire un petit peu pour la suite avec lui, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans la suite de l'univers Marvel, à créer des nouveaux personnages à ses côtés, à créer de nouveaux personnages, de nouveaux tueurs à gages de l'univers Marvel et tout ça qui sont assez sympathiques. Le dessinateur Juan Cabal met ça en scène de manière assez élégante, ce qui rend la lecture assez chouette. Moi, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, mais que j'aurais du mal à vous recommander vraiment à fond, parce que c'est quand même une saga assez mineure, pas forcément très ambitieuse, et qui s'intéressera pour moi surtout aux fans du personnage ou aux fans de la scénariste qui souhaitent voir un peu ce qu'elle peut nous concocter. Donc moi, c'est une série que je vous dis, j'ai pas mal aimé, que j'ai trouvé très attachante, mais que je ne recommanderais pas à tous, parce que ça reste quand même une lecture assez sur le côté, et surtout qui se finit pas forcément de manière éclatante avec une grosse conclusion. Surtout que le dessinateur Juan Cabal ne fait que les 2 premiers chapitres et est remplacé après par le dessinateur Guy Villona, qui n'a pas forcément, disons, un trait aussi maîtrisé que ce dernier. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je vous dis à réserver aux fans du personnage. Mais passez votre chemin si le Cosmic Ghost Rider ne vous intéressait pas plus. Privilégiez plutôt, si vous vouliez plus découvrir le personnage ou voir vraiment une saga qui, à mon sens, vaut vraiment, vraiment le coup, c'est la première saga de Donny Cates, dessinée par Ian Burnett, qui était vraiment, vraiment top et qui, pour moi, juste en tant qu'histoire, se suffit à elle-même. Mais voilà, cette série Cosmic Ghost Rider Crise d'identité, c'est vraiment pour moi à réserver aux fans du personnage. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les suites de séries chez Panini Comics. C'est bien parce qu'il y a un bon parterre de belles choses à voir, notamment la suite du run de Ed Brubaker sur Daredevil, accompagné toujours par le superbe Michael Lark, qui va voir comment, après s'être évadé de prison et avoir vagabondé un petit peu à travers l'Europe, notre bon Daredevil va enfin revenir à Hell's Kitchen et tenter de réengager son rôle d'avocat et surtout de Matt Murdock, parce que celui-ci a été, disons, assez bouleversé par les derniers événements. Je vais pas forcément beaucoup plus vous en dire, parce que Ed Brubaker oblige, c'est une saga qui joue beaucoup sur les révélations, beaucoup sur les twists, mais qui est toujours aussi excellente, qui travaille au corps, un Daredevil très noir, très, très roman noir, très justement très sointant dans la lignée de ce que Brian Michael Bendis avait pu faire, une saga que notre bon Bendis considère comme encore meilleure que la sienne, donc c'est pour vous dire la qualité. Donc voilà, si vous suiviez le Daredevil de Ed Brubaker, je vous en dis pas plus, mais ça reste toujours excellent avec ce deuxième volume. On vient d'ailleurs d'apprendre de la part de Panini Comics que le troisième et dernier tome de cette saga sortirait en début d'année prochaine, en mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc à vos agendas pour ne pas louper ça. La suite également de la série Moon Knight de Jed MacKay, toujours accompagné par le dessinateur Alexandro Cappuccio, qui continue toujours les aventures de notre bon Mark Spector, qui tente de se désolidariser un petit peu de son dieu Khonshu, tout en essayant de rendre la justice
à sa manière. Une saga, moi, que je trouve vraiment assez chouette, qui est, me semble-t-il, à date, la série la plus longue jamais réalisée sur Moon Knight, en tout cas, pas elle est pas loin de la devenir, mais qui montre, eh bien, que James McKay est un scénariste, eh bien, assez, toujours très talentueux et surtout, bah, qui arrive à construire des sagas hyper intéressantes sur le temps long. Moi, je trouve que souvent, lui, ses écritures, bah, ça commence un petit peu doucement, mais au fur et à mesure, il arrive assez bien à mettre ses pions pour nous créer une saga, bah, vraiment assez intéressante à suivre sur le temps long. C'est ce qu'il avait pu faire notamment, eh bien, sur la série Black Cat et qu'il fait également, eh bien, sur cette série Moon Knight qui, en plus, assez sympa parce qu'on voit notre bon, eh bien, Mark Spector pas totalement seul, contrairement, eh bien, à ses aventures précédentes. Ici, il est adjoint par tout un parterre de personnages issus de l'univers Marvel, notamment Tigra ou, eh bien, de nouveaux personnages qui sont créés pour l'occasion. Et ça rend tout ça, eh bien, particulièrement sympa. Donc, je vous dis, ça reste très cool. Moon Knight, si vous suivez la série. Et la dernière, eh bien, série qui va se conclure cette semaine avec ce dernier volume, c'est Savage Avengers, le cinquième tome de Savage Avengers qui se sera, eh bien, un petit peu fait attendre et qui termine, eh bien, cette série, disons, assez hétéroclite, qui voyait, eh bien, Conan faire équipe avec des personnages assez borderline de l'univers Marvel. Du coup, une petite friandise assez fun, pas forcément très maligne, mais bah, qui restera bah, quand même un petit peu, parce que bah, ça reste quand même assez fun de voir ce mélange, eh bien, d'univers et qui avait permis, eh bien, à Marvel de s'amuser un petit peu avec le concept du barbare de Howard. Et enfin, intéressons-nous, eh bien, à une petite salve d'intégrales qui sort en cette fin d'année, avec, eh bien, plein de choses assez réjouissantes, notamment l'intégrale de 1969 des Fantastic Four par Jack Kirby et Stan Lee, qui signe, eh bien, parmi les derniers chapitres de Jack Kirby sur la première famille de Marvel. Les chapitres qu'on va voir, eh bien, dans ce 1969 et le début de la prochaine de 1970 seront les dernières histoires racontées par Jack Kirby sur les 4 Fantastiques. Donc, mais quelque chose d'assez important quand même et assez légendaire, avec, eh bien, des sagas sur le personnage de la chose assez cool et assez marquantes dans ce volume-là. On va aussi retrouver la troisième intégrale consacrée au personnage de Punisher, avec bah, pas mal de choses, notamment une très bonne confrontation entre le Punisher et Daredevil à l'époque de Anne Nocenti et John Romita Jr. On va aussi retrouver, eh bien, des chapitres dessinés par Klaus Johnson, l'encreur attitré de Frank Miller, qui est aussi, eh bien, je trouve, un dessinateur de grand talent, et bah, qui nous propose avec Will Sportacho et Mike Baron quelques sagas vraiment assez sympas du Punisher de la fin des années 80. Également, on va pouvoir retrouver une nouvelle intégrale pour les Defenders, qui s'intéressent, eh bien, à l'année 1978 et 1979. Du coup, les Defenders, cette équipe, eh bien, assez étrange de l'univers Marvel, qui voit, eh bien, comment dire, des personnages un peu solitaires faire équipe. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. En tout cas, enfin, j'aime bien le concept, en fait, de personnages qui, à la base, sont seuls et qui n'ont rien à faire ensemble et qui, bah, pour le bien commun, bah, vont quand même vivre des aventures. Ça permet à des personnages qui, à l'époque, n'avaient pas forcément le droit à des grandes sagas de briller un petit peu, notamment, eh bien, vous voyez le personnage de Hellcat juste ici, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, avec en plus Valkyrie et le Docteur Strange et tout ça, donc une équipe assez what the fuck, mais assez chouette. Et on va retrouver aussi, eh bien, la deuxième intégrale consacrée au super vilain team-up, cette série, eh bien, qui voyait, comme son nom l'indique, eh bien, des super vilains de l'univers de Marvel, eh bien, briller dans leurs propres aventures. Notamment dans ce super vilain team-up, on va pouvoir retrouver des aventures de Crâne Rouge ou encore du Docteur Fatalis, terminé, eh bien, par le graphic novel Empereur Fatalis que nous avions pu retrouver dans la dernière intégrale des West Coast Avengers. Du coup, des sommaires assez copieux pour, eh bien, tous les fans de vintage chez Marvel. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura permis, eh bien, de découvrir quelques belles pépites sorties cette semaine ou vous aura donné de belles idées de cadeaux pour la fin d'année. En tout cas, si tout ça, eh bien, ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir dans le descriptif de la vidéo ou au 49 rue La Sapette à Paris pour, eh bien, choper toutes ces belles choses. Comme vous pouvez le voir, bah, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas mal aimé cette semaine, donc bah, j'espère que ça sera de même pour vous. N'hésitez pas à nous donner, eh bien, vos ressentis dans les commentaires, si peut-être il y a certaines sagas que vous avez déjà lues, peut-être que si à l'époque vous aviez lu, eh bien, Extreme X-Men, comment est-ce que vous aviez ressenti cette nouvelle approche un petit peu, ou en tout cas ce retour de Chris Claremont? Est-ce que Swords, que vous avez pu lire, eh bien, dans les softcovers X-Men, vous a autant fait briller les yeux que moi? Je veux tout savoir, donc n'hésitez pas. Pour en tout cas en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.